vais donc sans plus tarder dire que ce panel doit parler des défis et obligations conventionnelles du Sénégal en matière des droits de femmes. C'est un sujet qui est très vaste et qui est très, très intéressant. Et nous avons là un représentant du ministère de la Justice, qui est le directeur des droits humains. Alors, il sera aussi notre interprète lorsqu'il y aura des recommandations à faire par rapport au gouvernement, et je crois que c'est lui qui servira d'intermédiaire. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Zeynab Khan, qui est enseignante, chercheur en droit public et secrétaire générale de l'AJS. Alors, Zeynab va nous parler de la Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. À nos jours, quel bilan retenir? Très rapidement, moi je vais essayer de faire ma communication dans les délais déjà déclinés. Le sujet qui m'a été proposé, c'est de parler du bilan. Alors, lorsqu'on demande de faire un bilan, quel bilan retenir de la Convention de la CEDEF 40 ans après? Je vais rapidement rappeler le fondement de la Convention, ensuite revenir sur un bilan dans un plan à 2 temps, mais tout à fait montrer que la question de la promotion des droits des femmes est une question cruciale dans un contexte d'agenda international sur les femmes. Parce qu'il y a quelques décennies, il n'y avait pas un agenda international sur les femmes, mais depuis l'adoption des OMD, ensuite des ODD, il y a des ODD spécifiques à la question de l'égalité des sexes et qui quand même retracent un peu les efforts que les États doivent faire dans le cadre de la réalisation de ces droits. Je convoque un peu d'histoire, parlant un peu du cas spécifique du Sénégal. En 1994, il y avait une étude qui était une étude prospective. La prospection, qui, comme disait Gaston Berger, c'est un mécanisme qui permet de s'évader plus ou moins dans le temps et de se projeter. Alors, dans cette prospection, il a été dit que les femmes devaient être une force de changement. Force de changement, mais vers l'horizon 2015. Ici, nous sommes en 2023, nous avons dépassé l'horizon 2015. Il faut nous demander, il faut qu'on se demande, est-ce que les femmes constituent encore cette force de changement-là? Mais tout de même, il faut reconnaître l'implication de la femme sénégalaise dans les tournants décisifs de la vie nationale. Mais malgré quelques avancées sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, il y a une intégration sociale, économique, politique qui, à mon avis, reste encore faible au Sénégal dans une société plus ou moins dominée par des représentations culturelles et qui, quelque part, entravent la question de la participation active des femmes. Alors la CEDEF fait partie des instruments phares, textes phares en matière de protection et de promotion des droits des femmes, qui a inspiré plusieurs textes internationaux et régionaux. Il y a le protocole additionnel à la CEDEF, instrument régional, le protocole de Maputo. Mais 4 décennies après, c'est-à-dire 40 ans, quel bilan retenir de cette convention? Une question dont la réponse n'est pas certainement tranchée. Faire le bilan, donc, revient, à mon avis, à faire un état des lieux, une situation. Dans le cas précis de ce texte, c'est apprécier le niveau d'effectivité de la Convention. Et en appréciant le niveau d'effectivité justement de la Convention, il s'agira de voir quel est le degré de prise en compte de la Convention, aussi bien au plan législatif, c'est-à-dire dans le cadre de l'amélioration du cadre juridique relatif aux droits des femmes, que dans sa déclinaison dans les politiques publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons interroger quelques textes pour montrer qu'il y a quelques avancées, mais dans le même temps, de démontrer qu'il y a aussi quelques discriminations qui persistent. Rappel de la CEDEF, ou qu'est-ce que la CEDEF de façon plus ou moins didactique? La CEDEF, c'est la convention, très rapidement, qui reste un texte qui se propose de réviser les droits humains afin d'intégrer de façon explicite les droits des femmes. Avant la CEDEF, il n'y avait pas de texte spécifique aux droits des femmes. Mais mettre la CEDEF dans son contexte d'adoption en 1979, il y a ce qu'on appelle dans les théories de recherche féminine la période de l'intégration des femmes dans le développement, plus connue sous l'approche IFD.
notamment la décennie 75-85. C'est dire que dans le contexte d'adoption de la CEDEF reste encore été une pionnière, mais également un texte enclin justement de changement du point de vue des droits des femmes au niveau international. 30 articles qui réaffirment le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Il définit la notion de discrimination, mais établit en même temps un programme d'action visant à atteindre l'égalité dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. Mais qu'est-ce qu'il avait justifié? C'était le souci de mettre fin à la discrimination. Parce qu'il avait été démontré que la discrimination entravait la participation des femmes dans les mêmes conditions que les hommes à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays. Et de ce fait, il fallait effectivement s'attaquer à ça. C'est pourquoi on considère que la problématique centrale de la Convention, c'est la discrimination qui a été définie par l'article 2 de cette Convention qui considère que la discrimination est toute distinction, exclusion, restriction fondée sur le sexe et qui a pour but donc de compromettre cela. Mais quelle est la place maintenant de cette convention? Je pense que dans les discours ce matin, il est revenu l'idée de la place, de la centralité de la convention dans l'ordre juridique interne du Sénégal. Une convention constitutionnelle. Et lorsqu'on dit que c'est une convention constitutionnelle, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire justement que c'est une convention qui fait partie intégrante de la charte fondamentale. Le Sénégal a ratifié la CEDEF en 80, a signé en 80, ratifié en 85, mais n'a émis aucune réserve. C'est-à-dire ce qu'on appelle la question des réserves au traité. Et le Sénégal est d'accord sur tout le texte. Il n'a pas dit « je ne suis pas d'accord sur l'article 2 ou sur l'article 1er ». Mieux d'ailleurs, la CEDEF est réaffirmée dans le préambule de la Constitution en vigueur. C'est dit « le peuple du Sénégal souverain affirme » plusieurs textes, son adhésion à, et parmi les conventions qui sont citées dans le préambule figure bien évidemment cette convention qui est la CEDEF. D'ailleurs, il y a au-delà de cela, il y a une réaffirmation de ce qu'on appelle du principe d'égalité. Réaffirmation, la consécration de ce principe d'égalité dans un contexte social, ça il faudrait peut-être marquer un temps d'arrêt qui connaît la société sénégalaise, un contexte social et culturel fortement marqué par des pesanteurs d'essence discriminatoires. La question des chefferies, la question des castes sociales, la question des inégalités et même qui sont parfois des principes fondateurs de notre société. Comment, donc, dans ce contexte-là, on peut effectivement évoquer l'égalité? On va dire l'égalité en droit est proclamée, mais dans les faits, il y a justement des pratiques qui montrent que l'égalité proclamée n'est pas toujours évidente. L'accès de tous les citoyens, ça c'est le préambule de la Constitution, sans discrimination. En même temps, le préambule qui reprend, pour dire le rejet et l'élimination de sous toutes les formes d'injustice, des inégalités et des discriminations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà de faire de la convention, de la CEDEF, une convention constitutionnelle, le préambule et même le corpus constitutionnel réaffirme, consacre non seulement le principe d'égalité, mais également la question du rejet des inégalités et des discriminations. L'article 1er, l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, mais l'article 7 avec son alinéa 4 qui revient sur l'égalité devant la loi, mais surtout le dernier aspect qui dit les hommes et les femmes sont égaux en droit. L'égalité en droit, ça veut dire que cette réaffirmation de cela. Maintenant, quel bilan? Ma réponse est la suivante, c'est un bilan mitigé. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que c'est un bilan positif, on ne peut pas dire que c'est un bilan négatif. Il y a des aspects positifs, mais il y a des aspects qu'on peut considérer comme étant des aspects d'amélioration. Le premier élément positif, bien évidemment, je commence par une note positive, pour conforter plus ou moins l'État, mais après pour le secouer un peu, une amélioration du cadre juridique relatif aux droits des femmes. Quoi qu'on puisse dire quand même, il y a des avancées notoires. Mais qu'est-ce qui a expliqué ces avancées notoires? Il ne s'agit pas de dire, il ne suffit pas tout simplement de dire on a des lois, mais qu'est-ce qui a fait qu'on a ces lois-là? Et qu'est-ce que nous devons encore faire pour avoir d'autres lois? À cette réponse, on a trois éléments d'appréciation. Le premier, c'est l'existence du cadre juridique international et régional. Le cadre juridique va influencer, au-delà de la CEDEF, il y a le protocole additionnel à la CEDEF qui vient non seulement compléter la CEDEF, mais qui vient encore démontrer quels sont les mécanismes de mise en œuvre en instituant ce qu'on appelle la procédure de communication et la procédure d'investigation dans la pratique, bien évidemment, de la CEDEF. Il y a le protocole de Maputo, il y a la déclaration solennelle des chefs d'État, mais bien évidemment, sans oublier la plateforme de Beijing.
qu'on ne peut pas énumérer des progrès sur les droits des femmes. Beijing est une étape très très importante, bien qu'étant la 4e conférence mondiale, mais je dis souvent que Beijing a été la star des conférences internationales sur les droits des femmes. Il y a eu 3 autres avant Beijing, mais Beijing 4e conférence aussi avec sa plateforme. Le deuxième élément d'appréciation, c'est la mobilisation renouvelée des défenseurs des droits des femmes. Le mouvement féminin sénégalais s'est distingué par la pluralité des organisations. Il y a plusieurs organisations de femmes, ce qui est très positif. La diversité des domaines couverts, c'est-à-dire qu'on travaille, beaucoup d'organisations travaillent sur des questions différentes, mais qui, in fine, contribuent tous à l'amélioration de la condition de vie des femmes, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine économique, etc. Et les organisations ont fortement contribué à ce mouvement mondial de revendication des droits. La revendication toujours qui fait que les femmes de plus en plus revendiquent leurs droits dans différents secteurs, aussi bien dans le secteur formel qu'informel. Mais ce désir de défendre les droits des femmes vient de l'indignation face à la féminisation de la pauvreté et à la persistance des inégalités de genre. De plus en plus, les femmes s'indignent et pour montrer cela. Le troisième élément d'appréciation, c'est la volonté des pouvoirs politiques. Dans la procédure législative, les décideurs politiques quand même jouent un rôle extrêmement important. C'est l'initiative, la publication et aussi justement jusqu'à la promulgation. S'il n'y a pas de volonté politique, bien évidemment, le législateur peut effectivement rester. Quelles sont les avancées? Quelques avancées, la liste est loin d'être exhaustive. Les modifications du code pénal, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas insister outre mesure. J'insisterai sur la question de l'équité fiscale en 2008, la loi sur la parité et sur la question de la représentation dans les instances de décision, la loi sur la modification du code de la nationalité, sur la transmission des femmes à leurs sénégalaises à leurs maris et à leurs enfants nés de pères étrangers. Et la dernière modification, c'est la question donc de la criminalisation du viol et de la pédophilie. Une persistance de ces discriminations, très rapidement, la violence. Malgré le fait que les violences soient sanctionnées, il y a justement donc une recrudescence des violences faites aux femmes, une banalisation de la violence sexuelle et du viol, l'apologie du viol, des cas dénoncés sans suite, et je parle effectivement, je pense à l'affaire Miss Sénégal, où des langues se sont déliées sur la toile, des révélations graves, mais une affaire qui est restée sans suite, les cas d'harcèlement non dénoncés, la difficulté de la preuve pour sanctionner ces infractions. Ça veut dire qu'il y a effectivement cela, la persistance toujours de la discrimination, les obstacles à l'accès à la propriété foncière. Les textes sont clairs, mais la coutume et certaines pratiques des communautés font obstacle justement à l'application des dispositions de la Constitution, accordant aux femmes et aux hommes un égal accès à la propriété. Les règles successorales, souvent, empêchent aux femmes de le faire. Là, l'autre aspect sur la persistance des discriminations, c'est la sous-représentation des femmes dans la vie publique et politique. Certainement, on va dire, oui, il y a la loi et oui, il y a les femmes qui accèdent aux postes de responsabilité, mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, les dernières élections locales et législatives de 2022, la loi sur la parité a été violée. La composition des conseils municipaux ruraux, des conseils municipaux et départementaux n'ont pas été paritaires et les décisions de justice rendues en faveur de l'effectivité des textes restent non appliquées, souffrant souvent de la violation de l'autorité de la chose jugée et au vu et au su, bien évidemment, de tout le monde. Les nominations des femmes dans les postes de direction sont encore faibles, en attestent effectivement les communiqués des conseils des ministres où sur 8 personnes nommées, généralement une seule femme est nommée. Cela démontre une violation du principe constitutionnel selon lequel la loi favorise l'égal accès aux mandats et aux fonctions. Des réponses gouvernementales qui, à mon avis, sont insuffisantes. Un rapport pays soumis dans des délais très longs, contrairement à l'article 21 de la CEDEF. Alors là, j'exploite les observations du rapport du comité de la CEDEF sur le Sénégal, qui dit que le rapport, donc le comité a justement, le Sénégal a présenté en même temps ses 7e rapports, c'est-à-dire un condensé de 3 rapports. Ça veut dire que les délais de reporting ou des délais de compte ne sont pas pris en compte. Une faible prise en compte des recommandations, il a été recommandé fortement au Sénégal d'harmoniser, donc de faire des révisions en fonction des dispositions discriminatoires contenues dans... Très bien, je vais conclure, Madame la Présidente, sur donc cela, la non-formulation de rapport alternatif. Sur ce point précis, la société civile est censée faire un rapport alternatif pour interpeller l'État et faire
justement son travail de contrôle, mais les garants et les débiteurs de droit se mettent ensemble pour effectivement présenter un rapport. Toujours dans cela, il y a effectivement, je pense, quelques obstacles qui sont là, les pesanteurs socioculturels, le statut social de la femme, la victimisation des femmes, la faible prospective des cadres d'action sur le genre. Et les défis, c'est la question, à mon avis, de l'harmonisation, l'appropriation des conventions dans le cadre du plaidoyer, mais surtout l'invocation des dispositions des conventions devant les juridictions, le positionnement de la révision des textes dans le travail des OSC et qu'il y ait des politiques publiques plus fortes à faire. En conclusion, que retenir? Il me semble que le texte de la CEDEF est pertinent et intéressant. C'est un texte qui est invoqué dans le plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, mais une présence du texte également dans les argumentaires relatifs à la révision des discriminations discriminatoires. Par contre, il y a une faible prise en compte de ce texte et de sa déclinaison dans les politiques publiques, et il y a effectivement des réponses à la fois sociétales et gouvernementales mitigées pour améliorer les conditions des droits des femmes. Voilà, Madame la Présidente, chère assistance, l'économie de cette communication. Je vous remercie. Alors, ce que je voulais dire, c'est déjà de vous remercier et de dire que je ne vais pas être très long parce que je n'ai pas de raison d'être long. Parce que depuis ce matin, je suis venu un peu après, mais je sais que toutes les discussions qui ont été menées ici tournent autour de ce qui m'a été demandé. Et précisément, c'est sur les défis et obstacles à la domestication. Et professeur Zainab, que je connais très bien pour son engagement au niveau de la l'AGS, mais aussi des universités sur la question des femmes, s'est déjà étalé là-dessus. Donc je parlerai du point de vue de l'État. Effectivement, j'ai été rassuré ce matin quand j'ai entendu Mme Thiam, je crois, de la CEDEAO, qui disait que le bilan n'était pas tout à fait rouge. Donc il y avait des choses qui étaient appréciables dans la politique du Sénégal par rapport à la promotion des droits des femmes, parce qu'effectivement, si on se réfère à la législation, je pense que le Sénégal fait partie des pays, en tout cas en Afrique, qui ont l'une des meilleures législations sur la question des femmes. Évidemment, je vois Tata Dior qui me regarde, il y a effectivement énormément de choses qui sont à faire, et d'ailleurs je viendrai là-dessus, je pense que d'ailleurs c'est le point sur lequel je vais un peu insister pour compléter ce que Zainab a dit, c'est surtout par rapport au cadre juridique. Le cadre juridique, il y a une certaine amélioration parce que, aussi bien dans le code de la famille, le code pénal et dans d'autres textes, nous avons vu qu'il y a une certaine amélioration des droits des femmes. Il y a eu des réformes qui ont été entreprises. J'en veux pour preuve la réforme, l'adoption de la loi sur la parité en 2010. J'en veux pour preuve aussi la réforme du code pénal criminalisant le viol et la pédophilie, on en a parlé, et d'autres pour améliorer la situation des femmes. Par contre, le défi fondamental, c'est dans l'application, à mon avis, c'est dans l'application des textes, parce que le rapportage, comme Zainab l'a dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement, elle a parlé de 3 rapports qui ont été présentés à la CEDEF en un seul document, c'est des choses qui arrivent. On vient de présenter le rapport devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, c'était 4 rapports. Mais toujours est-il qu'il est important, c'est qu'entre ces rapports-là, il y a énormément d'interpellations qui sont faites à l'État du Sénégal et qui donnent toujours des réponses par rapport à des points précis. Donc maintenant, ces rapportages, c'est par rapport effectivement à la périodicité qui est prévue dans les différentes conventions. Alors, je voulais un peu parler des problèmes qui existent dans l'application. J'ai l'habitude de donner l'exemple de la loi sur les mutilations génitales féminines qui a été adoptée en 1999 et qui, quand on fait le décompte des décisions de justice qui ont été rendues jusque-là, ça pose un problème. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a certaines croyances, et c'est ancré dans nos traditions, que les questions de mutilation génitale féminine, ça fait partie des traditions qu'il faut respecter, etc. Moi, j'ai eu la chance de faire un peu le tour du Sénégal sur ces questions-là. Je me suis rendu compte que dans une région, c'est justifié par des croyances traditionnelles. Dans une autre région, c'est justifié par des croyances religieuses. Vous voyez la pesanteur de la tradition, la pesanteur de la religion, comme ici au Sénégal, je pense que parmi les 5 plus grands pays religieux au monde, le Sénégal en fait partie. Et donc, du coup, l'un des défis essentiels pour l'amélioration de la situation des femmes, c'est arriver de faire en sorte d'avoir des arguments qui puissent faire tomber ces arguments sur le plan de la religion, mais aussi sur le plan de la tradition. Je discutais avec un collègue il y a une semaine dans le cadre d'un atelier sur la budgétisation sensible au genre, mais tout le débat était axé sur
le fait que la société sénégalaise est encore phallocrate. Et je pense que c'est profond dans nos têtes. Je pense que c'est le patriarcat. Et donc, au-delà des textes qui sont là, qui effectivement sont encore améliorés, parce que il y a énormément de textes dans le code de la famille, par exemple sur la question de la puissance paternelle. Je pense que la puissance parentale, on est en train de discuter là-dessus. Sur la question de la fixation du domicile par le mari, c'est un problème et tout. Ces questions-là, moi j'ai eu la chance d'avoir participé au comité de révision des textes discriminatoires à l'égard des femmes. Nous avons relevé énormément de dispositions dans le code de la famille que nous avons considérées discriminatoires à l'égard des femmes, dans le code général des impôts, dans le code pénal, etc. Et donc, le procureur général Mbacké Fall a parlé tout à l'heure de l'article 300. Nous avons aussi l'article 305 qui interdit de manière absolue l'avortement ici au Sénégal. Évidemment, on ne demande pas à l'État du Sénégal de ne pas interdire l'avortement du Sénégal, mais quand on lit l'article 14 du protocole de Maputo, on se rend compte, je le disais tout à l'heure dans l'atelier d'où je viens, on se rend compte que qu'est-ce que l'Union africaine demande? L'Union africaine dit aux États, vous avez ratifié cette convention, on ne vous demande pas de ne pas du tout interdire l'avortement. On vous dit quand même, maintenez le principe de l'interdiction de l'avortement, mais si la femme est dans telle ou telle situation, quand même, vous devez pouvoir, évidemment dans une étape du processus de la grossesse, vous devez pouvoir être en mesure de l'autoriser à avorter sans risquer d'avoir à faire face au procureur. Un cas d'inceste, un cas de viol et un cas peut-être de dangerosité, de situation dangereuse de la santé de la femme. Et donc, moi je pense que le premier défi, l'un des défis les plus essentiels, des obstacles les plus fondamentaux, c'est surtout par rapport à la législation. Parce que la législation, sur plusieurs aspects, est encore discriminatoire à l'égard des femmes, malgré le fait qu'on se soit engagé au niveau africain avec le protocole de Maputo, et évidemment aussi avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais aussi devant la Convention, au niveau des Nations Unies avec la Convention. À mon sens, à mon avis, à ma connaissance, comme l'a dit Zainab, je ne vois pas une seule devant aucune de ces conventions où le Sénégal a émis des réserves ou a fait des déclarations interprétatives. Et je pense que les États, ils ont la latitude, ils ont la possibilité d'émettre des réserves ou bien de faire des déclarations interprétatives pour dire nous acceptons de ratifier, mais on aurait quand même sur telle disposition vous indiquer le sens qu'on veut lui donner. Et à partir de ce moment, c'est quelque chose qui est permis par le droit international. Et je pense qu'à mon avis, dès l'instant où ça ne l'est pas, dès l'instant où la Convention sur les droits des femmes, sur la discrimination, sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est constitutionnelle, nous l'avons vu dans le préambule, je pense qu'à ce niveau, il n'y a plus absolument aucune raison que ça ne s'applique pas. Maintenant, par rapport à la culture, je pense à ce niveau, ce que je dis, c'est surtout aux femmes. Je pense qu'il faut encore un engagement davantage, mais il faut aussi que les femmes soient soutenues. Soutenues dans quel sens? Il faut qu'on renforce davantage leurs moyens. Les partenaires doivent davantage insister sur ce plan-là pour renforcer les femmes, pour leur permettre de pouvoir, dans le cadre de leur plaidoyer, davantage pouvoir toucher les personnes, les décideurs. À ce niveau, je pense qu'il y a aussi la formation des femmes, surtout l'alphabétisation en milieu rural, pour leur permettre de prendre la pleine mesure, la pleine conscience du devoir qu'elles ont de lutter pour qu'on améliore leur situation. L'exemple que je donne souvent sur la question du mariage précoce, ou comment on appelle ça, nous on est allé dans un village, on discutait avec des femmes, elles nous disent, si vous nous obligez à garder nos filles jusqu'à l'âge de 18 ans, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que nous, on n'a pas les moyens de les garder. Et donc, du coup, il y a énormément de difficultés de cette nature, du point de vue social. Il y a énormément aussi de difficultés du point de vue juridique par rapport à ce qu'on vient de dire, mais évidemment aussi du point de vue religieux, parce que je fais partie d'une task force sur la question de l'autorisation, comment on appelle ça, de l'avortement médicalisé. Et les difficultés auxquelles on est confronté, il y a l'élément religieux.
de telle sorte que si on est dans cette situation-là, je pense qu'il est évident qu'on doit chercher tous les arguments qui vaillent pour pouvoir convaincre les décideurs à aller dans ce sens-là. Donc, de manière conclusive, Tata, donc c'est pour dire que les défis sont là sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan juridique, mais aussi sur le plan de la lutte des femmes que les femmes elles-mêmes engagent, parce qu'elles doivent être renforcées en capacité, en formation, mais aussi en ressources financières pour pouvoir faire face à ces blocages-là. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et qui va nous parler de l'engagement citoyen face aux inégalités, quelle stratégie adopter. D'accord. Merci beaucoup, Tata Dior. Je voudrais d'abord saluer l'assistance et saluer aussi... encore plus fort. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, je disais que je voulais saluer l'assistance, remercier déjà les organisateurs de m'avoir convié et marquer aussi l'honneur que j'ai de prendre la parole aux côtés d'imminentes personnalités pour parler d'un sujet essentiel. Je pense que c'est important, l'engagement citoyen dans la lutte pour les droits des femmes en Afrique et les stratégies à adopter pour parvenir à une égalité de genre véritable et durable. Dans mon intervention, je ferai un commentaire sur l'engagement citoyen et peut-être une brève comparaison entre engagement et participation citoyenne. Je partagerai des exemples d'inégalité entre les hommes et les femmes du point de vue des conditions de vie sur le plan économique et l'accès à la formation. Je pense que Zeynab est revenue sur certaines inégalités. Et à la fin, je partagerai des exemples de stratégies ou d'actions qui ont eu un impact réel dans la lutte contre les inégalités en Afrique. Et donc, le constat sur le profil du citoyen qui s'engage en Afrique ou au Sénégal montre que les femmes ont toujours participé dans les questionnements de l'organisation de leur société. En fait. Elles ont toujours su concocter des stratégies pour lutter pour le respect de leurs droits ainsi que ceux de leurs concitoyens, allant de la lutte pour l'indépendance. Nous connaissons tout l'exemple de Soukaina Konaré qui faisait partie des porteurs de pancartes, allant en passant sur la demande pour le droit de vote des femmes en 1947 et jusqu'à nos jours. Donc, la démocratie, je veux dire, le Sénégal fonctionne sous un régime démocratique. Et donc, l'existence de voix dissidentes devrait être acceptée, en fait. La démocratie doit permettre à ces citoyennes et citoyens de participer ou de se prononcer librement sur l'organisation de leur société. Et donc, il est impossible de parler d'engagement citoyen et de citoyenneté sans pour autant parler de politique publique. Donc, entre l'individu et la collectivité existent des liens et des obligations réciproques. Donc, la collectivité doit impacter sur le développement des individus et des groupes qui le composent, les enrichit et s'en enrichit. Donc, l'engagement citoyen repose sur l'idée selon laquelle le citoyen devrait être beaucoup plus impliqué sur les décisions politiques, qui l'affectent directement. Il ne doit pas être issu d'une déception ressentie par les citoyens envers les responsables politiques, mais plutôt en prolongement et le complément de leurs actions. Il est une initiative descendante parce que mise en place par un organisme gouvernemental qui invite les citoyens
à venir, à apporter leur contribution, débattre, évaluer au sujet des projets publics. Donc la participation citoyenne, elle, est une initiative ascendante, bien qu'elle soit un outil indispensable pour que les citoyens puissent faire entendre leur voix. Il est mis en place par les citoyens afin qu'ils puissent apporter leur contribution aux projets publics qui les concernent directement. Et je pense que aussi l'information la mieux partagée est que l'engagement citoyen et la participation citoyenne ne sont pas uniformes. Il existe plusieurs types d'engagement et de participation citoyenne qui se réfèrent à différentes thématiques politiques, économiques, environnementales, etc. Alors, concernant les exemples d'inégalité, je pense que la question des inégalités a toujours occupé une place centrale dans les sciences sociales. Donc le rapport provisoire national d'autonomisation économique des femmes publié récemment par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Petite Enfance montre des inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Et donc, sur le plan de l'alphabétisation et de la formation professionnelle, les filles présentent de meilleurs taux de scolarisation de la primaire à l'école, du préscolaire à l'école primaire. Mais la tendance s'inverse à partir du secondaire. Et sur le plan professionnel, presque la moitié des femmes entrepreneurs n'ont aucun niveau d'instruction. Et pour celles qui n'ont pas reçu l'instruction de base, l'accès à la formation professionnelle est encore très limité. Alors, si le travail domestique, bien sûr, des femmes était pris en compte, l'impact se ferait sentir au niveau du PIB. Seuls 37% de femmes contribuent au PIB mondial. Et donc, entre 20 et 40 ans, les femmes consacrent environ 35 à 47 heures par semaine au travail domestique, contre moins de 5 heures pour les hommes. Alors, soit plus l'équivalent d'un emploi à temps plein, libérant ainsi peu de temps pour un travail rémunéré. De plus, sur le marché du travail, les hommes sont mieux rémunérés que les femmes. Donc, l'ANSD informe que les femmes sénégalaises travaillent généralement dans des activités à plus faible valeur ajoutée et les femmes sont peu représentées dans les secteurs extractifs, transport, géologie, etc., à cause de leur niveau d'études et de la formation. Elles sont exposées à des dangers sanitaires importants. Les femmes ont des difficultés d'accès à des permis d'exploitation, surtout celles qui sont dans les secteurs extractifs. Elles ont aussi des difficultés d'accès au financement et donc elles recourent à la microfinance ou au système informel. Et du point de vue socioculturel, nous savons que notre société est composée de différents groupes ethniques et chacun avec sa propre culture. Et donc cette diversité culturelle entraîne une différence de traitement entre les hommes et les femmes, créant ainsi des inégalités sociales. Et les rôles sociaux distincts assignés aux hommes et aux femmes, ainsi que la perception de l'inégalité sociale entre ces deux catégories, influent dans leurs relations à tous les niveaux de la vie communautaire et sociale. La pauvreté. La pauvreté est un obstacle majeur pour les femmes. Elle les contraignent à se concentrer sur la recherche de moyens de subsistance quotidien au détriment des projets plus rémunérateurs. Et leurs revenus sont souvent utilisés pour faire face aux urgences telles que la santé et l'alimentation. Alors, ce qui limite la possibilité de développer des activités économiques à long terme. Alors, la famille, qui est la première instance de socialisation, devient un lieu d'oppression de femmes et de domination masculine. Et cette réalité pousse aujourd'hui la remise en question de la pertinence de certaines dispositions du Code de la famille sénégalais. Je pense que M. Ndour en parlait tout à l'heure.
Alors, le manque d'accès aux services de santé essentiels, en particulier en ce qui concerne la santé mentale, la santé maternelle et infantile est également une source d'inégalité. L'accès à l'hygiène menstruelle aussi est une source d'inégalité. Souvent, elle se manifeste par des absences à l'école pendant les menstruations et une exposition accrue aux infections. Et donc, dans l'ensemble, la société sénégalaise a préparé les hommes et les femmes de manière différente, leur attribuant des capacités distinctes. De plus, en accordant aux hommes un pouvoir et une autorité structurante, elle a contribué à une certaine masculinité qui influence les dimensions de la vie sociale et culturelle. Bien qu'il existe des mécanismes de rééquilibrage, ceux-ci sont souvent secondaires et conçus comme des solutions palliatives pour des situations exceptionnelles. Alors, je vais passer rapidement à quelques exemples de stratégies qui ont eu un impact réel. Alors, au Sénégal, de nombreuses initiatives féminines et féministes ont beaucoup contribué à l'avancée de la lutte pour les femmes. Alors, pour les droits des femmes, des organisations comme l'AJS, le COSEF, le CLVF, le collectif des femmes, le collectif d'Afadoy et récemment le réseau des féministes sénégalaises. Cependant, un mouvement puissant est à l'origine de cette prise de conscience. Je veux parler du premier mouvement féministe et panafricain, le mouvement Yewi Yewi pour la libération des femmes. Alors, un exemple pour moi important que j'ai voulu partager, c'est la marche des femmes en Afrique du Sud qui a eu lieu le 9 août 1956. Alors, ces femmes courageuses ont défié des lois de l'apartheid en se rassemblant à Pretoria pour protester contre le passeport intérieur, une mesure discriminatoire imposée par le gouvernement qui restreignait la liberté de mouvement des femmes. Cette manifestation a marqué un tournant dans l'histoire de l'Afrique du Sud et a ouvert la voie à d'autres mouvements de femmes à travers le continent. Alors, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les sphères politiques et décisionnelles est importante. Les femmes doivent être représentées de manière équitable dans les instances de pouvoir et avoir une voix dans les processus de prise de décision. Je pense que le caucus des femmes leaders au Sénégal a joué un rôle aussi important dans l'acceptation et la promulgation de la loi portant sur la parité. Et cette loi a permis aujourd'hui au Sénégal d'occuper la 4e place en Afrique et la 18e au plan mondial sur le pourcentage de femmes parlementaires. Même si nous avons encore beaucoup de travail à faire pour que son application soit effective. Alors, des pays comme le Rwanda ont adopté avec succès une législation exigeant une représentation minimale de 30% des femmes au Parlement. Cette mesure a permis d'accroître la participation des femmes à la prise de décision et de promouvoir des politiques plus inclusives et sensibles aux questions de genre. Alors, face aux inégalités, l'action... Alors, on me dit qu'il me reste 2 minutes. Donc, face aux inégalités, l'action... donc, je vais essayer de sauter l'exemple de la loi portant sur la criminalisation du viol. Je pense que plusieurs intervenants en ont parlé aujourd'hui. Et donc, je vais parler des réseaux sociaux comme moyen de lutte. Les réseaux sociaux ont fortement contribué à la libération de la parole de la femme. Donc, outils de résistance, ils offrent des contenus accessibles et favorables à la lutte contre les inégalités. Alors, je donne l'exemple du mouvement MeToo ou Balance Tonton Saï Saï au Sénégal. Qui a été lancé en 2007 par des survivantes d'agressions sexuelles pour dénoncer les violences sexistes et promouvoir l'égalité de genre. Ce mouvement mondial a permis de briser le silence, de sensibiliser l'opinion publique et d'inciter à des changements législatifs sociaux. Un autre exemple du Bring Back Our Girls en 2014 au Nigeria, je pense que nous en avons toutes entendu parler. Et donc, ce mouvement a suscité une prise de conscience mondiale et a mis en lumière la nécessité de protéger les droits des filles et à l'éducation et à la sécurité. Et le même scénario s'est passé récemment en janvier au Burkina.
Et plus de 50 femmes ont été retrouvées après leur enlèvement suite à une campagne digitale et une manifestation initiée par un mouvement intitulé Voix des femmes d'Afrique. C'est un mouvement féministe. Donc, s'il est toujours d'actualité de descendre dans les rues et de faire des manifestations, il est important aussi de noter qu'il y a d'autres formes de militantisme qui mêlent à la fois performance artistique, la créativité, etc. Je vais conclure juste de la sensibilisation et de l'éducation. Je pense que ce sont des outils essentiels pour lutter contre les inégalités de genre. Alors, je vais prendre l'exemple de Unifem, la campagne Hifoshi. Je pense que c'est un exemple de mobilisation des hommes en faveur de l'égalité de genre. En impliquant activement les hommes et les garçons dans la lutte contre les inégalités, nous pouvons créer un mouvement plus large et plus efficace. Donc, conclure en disant il est important de noter que la lutte contre les inégalités ne se limite pas aux actions ponctuelles et aux manifestations publiques. Il s'agit d'un processus continu qui implique également des initiatives de plaidoyer, des actions de sensibilisation, des efforts pour changer des politiques et les structures sociales qui alimentent les inégalités. Donc vraiment terminer avec la citation de l'activiste Kenyan Wangari Maathai, donc, qui disait que dans une société en pleine transformation, nous devons oser penser différemment et avoir le courage d'agir différemment. Et ensemble, nous pouvons progresser vers une société plus inclusive, équitable et un avenir meilleur pour tous. Je vous remercie. Pour permettre aux juges une application au cours de litige. Et c'est la plupart du temps, les conventions liées à la portée aux droits des femmes s'inscrivent souvent dans ce cadre-là. Ce sont des conventions suffisamment claires et suffisamment précises. Et je rappelle la jurisprudence, vous connaissez Jacques Vabre en France de 1975. Le juge, face à une loi antérieure ou postérieure à une convention, lorsque cette loi est contraire à la convention, le juge est tenu d'écarter la loi et d'appliquer la convention internationale. C'est ce que les juges ne font pas dans notre pays, à mon avis. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Prenons le code de la famille. Prenez une foultitude de dispositions. La fixation de la résidence du ménage, 153 code de la famille. Puissance paternelle. Privilège de masculinité dans le droit des successions. Énormément de dispositions. Mais que les juges continuent à appliquer jusqu'au moment où je vous parle. Alors qu'il y a une convention internationale ratifiée sans réserve, absolument contraire à ce dispositif. Tout à fait. Donc là, je pense que les juges ont un rôle extrêmement important à jouer. Peut-être que lors du panel qui va suivre, on va l'évoquer. Mais je pense que c'est un point vraiment très très important. Julien a évoqué un autre point qui me semble important, c'est par rapport à l'avortement. Si on l'articule aux dispositions de l'article 14 du protocole de Maputo, moi je me suis toujours posé la question, mais est-ce que le juge a besoin, dans ce cas, d'attendre l'intervention d'une loi qui modifie le code pénal pour prévoir un fait justificatif lorsque on est en situation de viol ou d'inceste? Si l'on sait que les conventions ont une valeur supérieure aux lois et la jurisprudence a toujours dit que le juge a l'obligation d'écarter la loi antérieure ou postérieure contre la convention. Donc c'est vraiment une question, moi, que je me pose toujours. C'est vrai, le législateur, s'il était intervenu pour prévoir un fait justificatif, ça réglerait le problème. En disant que lorsqu'on est en cas de viol ou d'inceste, la répression n'est pas encourue. Mais s'il ne le fait pas, est-ce que le juge est obligé d'attendre le législateur, malgré les dispositions de l'article 98? Voilà les points que je voulais un peu aborder, tout en félicitant encore une fois les différents panélistes. Merci.